travailler au collectif cette entrée des services non économiques d'intérêt général. Je vais quand même revenir à la notion aussi de services économiques d'intérêt général, puisqu'il y a un certain nombre d'associations qui peuvent tout de même se situer dans cet espace-là. Donc, comme vous l'avez compris, il y a donc les fameux minimi, j'en ai parlé tout à l'heure, moins de 200 000 euros sur 3 ans, toute aide calculée. On n'est pas dans les aides d'État, enfin, ou en tout cas on échappe à la logique des aides d'État. Si on est en dessous de 500 000 euros sur 3 ans avec les logiques services économiques d'intérêt général, avec les critères que je vous ai cités tout à l'heure, c'est la même chose, on est sur une convention simple. Par contre, si on est au-dessus de ces 500 000 euros sur 3 ans, les subventions sont tout à fait possibles. Il n'y a vraiment pas de difficultés, on va dire, mais elles doivent être, il y a des difficultés parce qu'elles doivent être quand même inscrites dans une réglementation, une formalisation qui est quand même un peu plus forte, plus précise, avec notamment des références aux missions d'intérêt général bien définie, avec une logique et également de budget, de prévision budgétaire et d'évaluation du coût budgétaire qui est vraiment aussi à définir précisément avec cette logique d'évaluation et de non-surcompensation du service. Mais on reste, et on le reverra, je vous invite à regarder l'annexe 3 de la circulaire sur les modèles de convention pluriannuelle d'objectifs, on reste quand même dans une possibilité de subvention dans ce cadre défini. Les conventions de l'annexe 3, donc, qui correspondent à une logique service économique d'intérêt général, reste quand même dans un cadre de ce qu'on avait pu connaître un peu dans la circulaire dite Fillon, avec quand même une logique qui reste proche de ces logiques de compensation d'un service public à réaliser. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur des actions qui doivent être très découpées, on doit faire attention à ce que les charges ou les coûts correspondent bien à l'action visée, qu'il n'y ait pas de surcompensation justement de cette action-là. Donc on reste quand même dans une logique un peu de découpage par action Juste une précision qui est dans l'annexe 1, c'est que quand une association exerce pour partie une activité économique et pour partie une activité non économique, les seuils et les règles européennes ne s'appliquent qu'à la part d'activité qualifiée d'économique. Exactement. Donc ça oblige à une certaine comptabilité analytique, mais ça permet de déplacer le curseur. Ou de sectorisation. C'est ça. Je ne sais pas si ça a été entendu. Justement, je fais bien de l'aborder parce que, évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de seuil, en tout cas en ce qui concerne les activités économiques, 200 000 euros pour les minimis, 500 000 euros pour les minimi-sièges, 500 000 euros donc sur 3 ans, à tout ou partie du projet, et sur des aides d'État qui, comme je vous l'ai dit, peuvent être de différentes natures, ne concernent pas que les subventions en financement direct, mais bien toutes les formes d'aide qui sont attribuées à la structure, une fois de plus. Et donc là, il y a un certain nombre également, et là-dessus on attend aussi le guide, il va y avoir besoin de modalités pour calculer les aides réellement touchées par la structure dans le cadre d'activité économique. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir cumuler les différentes aides et calculer ce cumul des aides d'État qui est attribué à la structure sur sa partie économique, de manière à savoir si vous êtes dans les 200 000, les 300 000 ou les 500 000 euros sur les 3 ans. Donc ça, il y a un certain nombre de règles qui ont été définies. Globalement, vous le retrouvez à la page 8 de l'annexe 1 de la circulaire, sur les règles de cumul des aides, notamment de minimi. Vous verrez que globalement, le propos, c'est que sur une activité économique sur laquelle on demande des financements, tout est cumulé, que ce soit des minimi, des sièges minimi ou des sièges en tant que tels, et qu'à chaque fois, c'est donc le seuil
l'un des seuils qui est visé, c'est-à-dire que si par exemple vous touchez des minimis simples plus des aides en minimi sur les SIEG, c'est quand même le seuil de 500 000 € qui est gardé. Règle, comme vous l'avez compris, donc non économique, minimis SIEG ou SIEG pour pouvoir bénéficier de financement dans le cadre de subventions. Et dans ces cas-là, il y a un certain nombre à la fois de règles et de conventionnement, de modèles de conventionnement qui sont appliqués. Je ne rentre pas plus sur les logiques de notification à l'Union européenne, puisque c'est des choses qu'on a déjà évoquées. On pourra en reparler tout à l'heure dans le débat si vous le souhaitez. Voilà. Après, donc, comme je vous l'ai dit, l'autre annexe intéressante, quand même plutôt sur la logique de simplification administrative et d'un certain nombre de facilitations qu'on peut aussi être apportées au travers de cette circulaire, notamment des facilitations sur les versements financiers qui ne sont jamais négligeable pour les associations. Donc à la fois en effet essayer de favoriser le recours à la convention pluriannuelle d'objectifs avec une période de 4 ans qui est aussi exprimée au sein de la circulaire. Le fait d'avoir la possibilité de faire un excédent, alors c'est là qu'on retrouve aussi les logiques qu'on a connues dans la circulaire Fillon et dans les règlements européens sur les logiques d'excédent, c'est-à-dire qu'on a le droit de réaliser un excédent raisonnable. On devra définir ce que c'est qu'un excédent raisonnable. Il n'est pas défini en tant que tel, je ne crois pas en tout cas dans la circulaire, ni dans ses annexes. Peut-être qu'on aura des éléments d'appropriation de ce vocable au sein du guide. Mais je crois que c'était autour de 10% qui était le chiffre. Non, ça dépend du secteur. D'accord. Et il y a des textes communautaires qui font référence au taux de Schwab, etc. Donc, des choses incompréhensibles pour un militant associatif normalement constitué. Voilà. Puisque les taux de Schwab, c'est les différences de taux que tu as entre deux personnes qui se prêtent mutuellement de l'argent. Pour simplifier, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas bien, c'est ça. Donc bon, vous voyez bien qu'on ne voit pas pourquoi, d'ailleurs on fait référence à des choses de ce type-là pour calculer une compensation de service public. En tout cas, voilà, pour le moment ça n'y est pas. Donc on va regarder, on va voir attentivement. Ça a été enlevé dans les circulaires, mais au niveau européen, ce texte-là, il continue à naviguer, quoi. Donc il va falloir qu'on soit attentif sur cette interprétation de l'excédent raisonnable. Oui, d'autre part, il y avait au départ, il y avait un taux qui avait été annoncé de l'ordre de 5% à un certain moment. Donc là, c'est le mouvement associatif qui s'est battu plus que nous parce qu'il était dans la commission et que nous, on n'y était plus. Ils ont obtenu qu'il n'y a aucun chiffre. Donc ça veut dire au coup par coup. Oui, et ça, c'est le plus. Ça veut dire en fonction du secteur. Du secteur, de la tête du client, du rapport de force, tout. Voilà. Donc, mais l'idée, le principe d'un excédent est quand même dans le texte. Et ça, c'est déjà un progrès. Tout à fait. Et donc, je vous rappelle bien, une fois de plus, c'est une subvention qui peut venir véritablement financer le fonctionnement de la structure et pas simplement un découpage par action. Exactement. Donc, la totalité des charges de la structure peuvent être intégrées au budget. Je le redis parce qu'on a eu beaucoup de discours. Mais encore une fois, là, c'était un abus de l'administration. Ah, c'était un abus de l'administration, d'accord. C'est une subvention, c'est du fonctionnement, ça ne veut rien dire. Oui, mais... Non, mais c'était en toutes lettres dans les précédentes circulaires, mais pas appliqué. Tout à fait. Donc, en effet, l'assouplissement d'un certain... Alors déjà, de refavoriser la règle de l'avance au 31 mars, qu'elle soit véritablement respectée. L'assouplissement également de la règle de l'antériorité. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir prendre en compte des frais, des charges à avancer par l'association au début de l'exécution de l'action qui est subventionnée avant l'acte attributif. Donc ça aussi, c'est important. Parce que d'autant plus quand on a des actes attributifs qui sont de plus en plus tardifs dans l'année. Voilà. Mais ça, je pense qu'on a tous remarqué qu'en effet, on avait des décalages de plus en plus importants dans ces actes de notification. Enfin, pas de notification, des actes attributifs, c'est pas tout à fait la même chose. Également un point important, en effet, que la subvention est exprimée en euros et non pas en pourcentage d'un budget.
Donc ça aussi, dans la convention simplifiée, tout à fait. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà sur certains conventionnements le fait d'avoir une subvention non pas en montant absolu, mais en pourcentage du budget qu'ils ont pu présenter. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une subvention correspondant à 20% du total du budget. Et si le total du budget n'est pas atteint parce que pour des raisons ou d'autres, l'association a manqué de financement, n'a pas pu faire la totalité des actions, par exemple, elle ne touche pas la totalité de la subvention puisque son budget ayant diminué, 20% d'un budget diminué, ça fait moins que la subvention Et quand le budget attendue. a augmenté. Et quand le budget est augmenté, on reste toujours à la 20% du budget de départ. Non, ça marche pas dans les il y a deux deux critères, en valeur absolue et en pourcentage. Voilà. Donc là, c'est vrai que notamment dans le modèle simplifié qui correspond donc plutôt à la logique non économique, on est, ou sur des minimi, on est sur une subvention exprimée en montant absolu en euros. Par contre, la limitation en pourcentage du coût total demeure dans le modèle de convention pluriannuel d'objectifs qui s'applique aux services économiques d'intérêt général, les SIEG, de plus de 500 000 euros d'aide. La question de la constitution d'un dossier permanent avec le fait qu'est acté des formes de dématérialisation des procédures administratives, donc la possibilité d'avoir un dossier permanent de l'association sur le site service public avec la création d'un compte et le fait qu'on n'ait plus qu'à envoyer qu'une seule fois, enfin qu'à mettre sur le site qu'une seule fois les différents documents associés à la demande de subvention, donc sur l'association elle-même et sa vie, statut, etc., mais également les documents relatifs à la demande. Et le dossier doit être actualisé sous la responsabilité de l'association. C'est-à-dire si le président change, l'association a la responsabilité de changer le nom du président. Parce que vous ça n'a savez que rien à voir généralement, avec fournir à chaque fois tous les éléments. Mais par contre, vous savez que généralement, en effet, dans les conventions, est demandé que tout acte qui change justement la présidence ou un certain nombre d'éléments sur l'association soit adressé à la collectivité qui finance. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Alors avec un point particulier, j'ai vu que ça avait été intégré dans le communiqué du collectif sur quid de la gestion de ces données. Alors on l'a enlevé. Ah bon, vous l'avez On enlevé? l'a enlevé parce qu'on n'était pas mûr. Mais c'était un vrai problème. Non, parce qu'on l'a vu 2 jours avant publier le communiqué, on s'est dit... je crois qu'on l'a enlevé, nous. Ouais, oui, tu as maintenant que tu me le dis, je vois que... donc je fais bien de le rappeler, comme une question, comme un débat. Il y a quand même un vrai problème qui se pose, parce que si c'était uniquement des fonctionnaires qui manipulaient les données, il n'y aurait pas de problème. Mais de plus en plus, on sous-traite à des officines privées la gestion des données. Et donc il y a un risque de big data pour les associations, c'est-à-dire de tout connaître sur toutes les associations en mettant aux mains d'organismes privés des données qui, en principe, sont destinées à l'administration. Donc il faudrait étudier de près la façon dont ça va être géré et qui peut avoir accès à ces données et quelles sont les règles déontologiques des sous-traitants de l'administration. Et en particulier, si on dit ça, c'est qu'il y a actuellement une association dont j'ai oublié le nom, mais qui est en train de recueillir exhaustivement les données de toutes les associations françaises. Ils veulent récupérer les données des 1 500 000 associations pour les vendre. Hein. Et parce que c'est aussi une possibilité de connaissance du marché, etc., comme pour nous en tant qu'individus. Et donc là, il y a un vrai champ qu'il faut ouvrir, mais on s'est dit que c'était casse-gueule de le mettre dans un communiqué sans l'avoir étudié, quoi. En tout cas, ce sera une question de vigilance à avoir dans notre travail autour de ça. Un nouveau groupe de travail, le 17e. Mais... Ces données étant transférées aux États-Unis. Et autre point qui a été aussi souligné par... donc ça va aussi avec cette logique de transparence dont on parlait. Et autre point qui a été souligné par Jean-Claude dans son introduction, c'est également les logiques d'évaluation, puisque vous savez que les conventions doivent être évaluées, évidemment. Donc ce qui est intéressant là, en tout cas dans ce que ouvre l'annexe 4 de la circulaire, c'est qu'on est quand même sur une évaluation avec des objectifs
définis par la Convention et des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs qui sont définis avec l'association partenaire, donc entre la collectivité, entre le service, l'administration, et l'association partenaire. Donc sur les critères et les modalités d'évaluation. Donc ça ouvre quand même à une discussion évaluative qui peuvent être intéressantes pour les associations. Alors là, on doit remercier Luc parce que c'est une rédaction Luc qu'on a fait passer intégralement et qui ouvre vraiment des possibilités. Et donc, une des choses qu'on discutait avant le début de la séance, c'est voir si on peut faire une deuxième soirée spécifiquement sur l'évaluation avant Noël. C'était ça le projet qu'on aurait, parce que ce qui est marqué dans la circulaire ouvre la voie à une évaluation outil de gouvernance et de démocratie interne qui lui permet d'améliorer son action. On est en train de sortir des critères, de la transposition du contrôle de gestion des entreprises aux associations, quoi. Et on peut développer autre chose. Mais il faut enfoncer la porte ouverte, il faut créer le rapport de force là-dessus, et donc il faut diffuser largement les possibilités nouvelles qui sont offertes. Et on travaillerait là-dessus avec Sylvain Selle et l'Institut Godin qui ont travaillé déjà cette question et qui étaient prêts à se mobiliser là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous renvoie aussi au modèle de convention pluriannuelle simplifié et modèle de convention normale des annexes 2 et 3. Il va falloir qu'on regarde de manière assez attentive ces textes parce que parfois il y a des cohérences à notifier entre et puis, il y a la circulaire et peut-être à les modèles. À écrire certains sujets au gouvernement pour lui faire préciser certains éléments. Mais vous verrez donc que le modèle simplifié, comme son nom l'indique, de convention pluriannuelle, donc c'est pour toutes les subventions d'un montant annuel supérieur à 23 000 €, à partir du moment de nécessité de produire une convention. Et puis pour toutes les tous les activités donc non économiques ou dans le cadre de projets d'intérêt général d'un montant inférieur au minimi de 200 000 € ou au minimi siècle de 500 000 € sur 3 ans. Voilà, et vous verrez que ce modèle simplifié est quand même, va quand même dans le bon sens par rapport à ce qu'on avait pu avoir dans la circulaire Fillon, avec un modèle de convention d'objectifs qui était extrêmement compliqué, extrêmement détaillé, qui était par action, avec la précision du budget, etc. Et donc là, on est vraiment revenu à un modèle de convention beaucoup plus approprié par rapport à la logique de financement partenarial.